Les pronostics, dernière semaine. Alors, je triche, j'ai pas de fiche papier, j'ai essayé de tout garder sur l'ordinateur cette semaine. Ben, c'était pour préserver l'environnement, pas de marbre, tout ça. Donc, les scores de la semaine dernière. Je viens de recevoir le fichier, je remercie Joachim encore une fois. Grégory 12, Raoul 12, Raphaël 13 et moi-même 11. L'écart se creuse donc encore pour moi. Merci encore aux Jets. Voilà. Ah non, les Jets, c'est toi qui n'étais pas content. Ouais, t'es le seul à les avoir. Là, du coup, j'ai tout le détail sous les yeux. Tu perds un point sur les Jets, moi je perds un point sur les Texans, on a tous pronostiqué les Dolphins contre les Jaguars. Chiefs, je perds un point sur les Chiefs, c'est vrai. Vous aviez tous bien vu Seattle. Bon, bah, tu vois, comme quoi, je sais pas, c'était quand même le meilleur bilan. Bon, voilà. Ah non, mais c'était indécis. 139 pour moi au total, 150 pour Raphaël, 149 pour Raoul. Donc j'ai 10 points de retard sur le premier. Bon, c'est dur là quand même en truquant les playoffs, ça va être compliqué quand même. Et puis 156 pour toi, Grégory. Donc tu gardes quand même 6 points d'avance sur le deuxième. Même à 2 points par match en playoff, t'as un peu de marge pour voir venir. J'ai un petit matelas. J'ai annoncé la couleur à Raphaël. Je vais le pousser à la faute. Et à Raoul aussi, ils sont pas loin. Allez, coup d'envoi. Oui, c'est vrai, du coup, ça fait 7 sur Raoul. Coup d'envoi dimanche à 19h. Donc, que des matchs le dimanche cette semaine. Pas de jeudi, pas de samedi. Tout est dimanche, pas de lundi non plus. Buffalo Bills, 5 victoires, 10 défaites. Dolphins, 7 victoires, 8 défaites. Match sans enjeu avec 2 équipes de la NFC Est. Là, on est pour les places de la draft. Ouais, le principal enjeu, c'est peut-être de voir la prestation de Miami. Alors, aux dernières nouvelles. Et de Josh Allen. Oui, alors Josh Allen, oui, mais. Alors, a priori, pour Buffalo, ça a quand même peu d'impact. Alors, par contre, pour Miami, je crois qu'ils ont renvoyé Mike Tannenbaum, qui était un de leurs dirigeants aujourd'hui. Ouais, tout à fait. J'ai loupé l'info en venant. Et alors, il y a des rumeurs comme quoi Adam Gase pourrait quand même être conservé, mais je pense que c'est aussi conditionné au rendement des Dolphins à Buffalo. Et on a vu que Miami a eu beaucoup de problèmes contre la défense des Jaguars. Là, la défense des Bills, c'est quand même solide. Donc, j'y vais avec Miami quand même. Mais voilà, ça va être un match à surveiller de près, je pense, ne serait-ce que pour savoir ce qui va advenir d'Adam Gase et de son équipe. Je vais dire Miami aussi parce qu'on l'a dit pendant l'émission, notamment mardi, que c'est une équipe moyenne, mais du coup, c'est une équipe moyenne un peu plus homogène que Buffalo, même si Buffalo a une très grosse défense quand même. Donc, il va falloir faire attention à ça. Buffalo, il y a beaucoup de zones d'ombre. LeSean McCoy, on disait, c'est un petit peu problématique en interne. Ouais. Matt Milano, fin de saison, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est une équipe qui peut aussi être un peu roue libre. On va le dire, c'est une semaine, étrange ou compliqué pour les pronostics parce qu'en plus il y a beaucoup d'équipes qui, n'ayant plus rien à jouer, ont mis pas mal de joueurs sur la liste des blessés. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se passent. Tampa Bay Buccaneers, 5 victoires, 10 défaites. Falcons, 6 victoires, 9 défaites. Pareil, c'est sans enjeu. Et moi je vais te dire Tampa. Je sais pas, moi je vais dire Tampa aussi. Ah, tu reviens à la Bah là c'est un match à l'extérieur. Tampa est capable du meilleur comme du pire en étant un petit peu relâché. Ils ont pas fait de mauvaises prestations à Dallas. C'est typiquement un match que peuvent gagner les Bucks et j'oublie pas les errements défensifs des Falcons quand même, malgré le retour de Deion Jones. Tu reviens à la superstition pour la dernière semaine? Ouais. Bon. Quand c'est trop gros, je joue quand même Atlanta, mais là, je joue les Bucks. Moi, je vais dire Tampa parce que je vois le bon match de Jameis Winston pour la fin de la saison. Tu vois, et la re-signature derrière, la prolongation. C'est ça. Giants, 5 victoires, 10 défaites. Cowboys, 9 victoires, 6 défaites. Alors, les Cowboys sont en playoff, mais il n'y a pas d'enjeu dans ce match-là non plus parce qu'ils sont bloqués à la 4e place de la conférence NFC, quoi qu'il arrive. Victoire ou défaite ou nul ou ce qu'on veut, ils ne bougeront pas. Donc Jerry Jones, là aussi on parlait de difficulté de pronostiquer. Pour l'instant, officiellement, Jerry Jones dit on va jouer à fond, tout ça. Donc sur le papier, voilà, je vais donner Dallas parce que c'est une équipe qui est quand même plus homogène et surtout plus régulière que New York. Mais en espérant que d'ici à ce qu'on ait parlé, il n'y ait pas la moitié de l'équipe au repos, quoi. C'est un peu ça. Après, on a quand même vu qu'il y avait malgré tout des remplaçants qui étaient capables de prendre la relève. Je parle notamment défensivement du côté de Dallas parce que selon moi, une des clés, même si la défense des Giants va un petit peu mieux, la clé, ça reste quand même, selon moi, l'attaque. Si l'attaque arrive à carburer, ça peut fonctionner. Saquon Barkley peut quand même, selon moi, être un petit peu freiné. Et c'est pour ça que oui, je suis en effet allé vers Dallas sur ce match-là. Mais oui, il faudra suivre exactement les forces en présence sur cette rencontre. Les Saints, 13 victoires de défaite. Les Panthers, 6 victoires, 9 défaites. Il n'y a pas d'enjeu non plus, parce que si je ne dis pas de bêtises, les Saints sont bloqués à la première place de la NFC aussi. Là, il n'y a pas eu d'annonce encore sur remplaçant par remplaçant. Je sais que les Saints, l'année où ils gagnent le Super Bowl, avaient mis au repos une partie, ou sur la deuxième mi-temps, ou quelque chose comme ça, en fin de saison. Donc, ça commence à remonter maintenant. Mais pas impossible pour
que Sean Payton laisse un peu de repos. Après, en face, c'est Tyler Heinicke. Il n'y a plus Cam Newton. Il y a beaucoup de blessés aussi. Ah non, j'allais dire Taysom Hill. Non, c'était Teddy Bridgewater. On pourrait avoir le premier match de Teddy Bridgewater avec les Saints. Et de l'autre côté, par contre, Tyler Heinicke, je crois qu'il était un peu blessé aussi après l'autre match. Oui, c'était Kyle Allen éventuellement. Donc voilà, il y a encore le remplaçant du remplaçant. Donc je vais dire les Saints sur la base de tout ce qu'on a vu, des dynamiques, etc. En espérant qu'il n'y ait pas trop de turnover et que ça ne rende pas un match du coup très fou et très fouillis. Ouais. Bon, ils ont quand même perdu à domicile contre Atlanta, donc même avec les Saints qui font tourner, en effet, Bridgewater, voilà, je peux relativiser son impact en tant que starter, mais voilà, c'est quand même un quarterback qui peut faire des différences, donc largement. Après, a priori, même s'ils font débuter Bridgewater, ils ont le meilleur quarterback sur le terrain. Oui, on est d'accord. Donc je dirais quand même les Saints. Allez, les Saints pour tout le monde. Patriots, 10 victoires, 5 défaites. Jets, 4 victoires, 11 défaites. Les Patriots jouent pour une semaine de repos, eux, s'ils gagnent. Ça va pas être cadeau parce que les Jets ont tendance quand même à s'accrocher en les fins de match et Sam Darnold montre des belles choses sur les derniers matchs. Ça paraît clair, ça finit pas toujours, il n'y a pas de victoire au bout, mais il y a parfois des belles choses face à des Patriots qui sont pas d'une régularité folle en attaque, dans les airs, parce qu'il y a gros jeu au sol. Ouais, alors après, je sais pas. Les Patriots, défensivement, me paraissent quand même un peu meilleurs contre la passe que contre la course. Certains me diront que c'est pas très dur vu ce qu'ils montrent cette saison. Et c'est vrai que vu ce qu'on voit du jeu au sol des Jets depuis quelques semaines, ça peut quand même poser problème à Sam Darnold. Les Pats sont de quoi défensivement provoquer quelques turnovers avec des Stephon Gilmore, des Duran Harmon, etc. Donc il faut espérer pour les Pats qu'il n'y ait pas de nouveau des erreurs offensivement comme ça a pu être le cas contre Buffalo, mais je pense pas que New England ait non plus besoin de marquer 46 points pour battre cette équipe des Jets, donc j'irai quand même avec New England. New England pour moi aussi. Texans, 10 victoires, 5 défaites. Jaguars, 5 victoires, 10 défaites. Victoire et division AFC Sud dans la poche des Texans. Et donc, ce serait... Alors, ça dépendrait du résultat des Patriots. Non. Si, c'est ça. Si les Patriots, perdent, les Texans passent devant et ont une semaine de repos. Ça me paraît quand même, sur les dynamiques, là encore, plutôt à l'avantage de Houston. Même s'il y a grosse défense des Jaguars, sur les dernières semaines, ils se battent. Ils font le boulot. Oui, mais il y a bonne défense. Il y a bonne défense quand même de Houston aussi. Il y a de quoi freiner suffisamment Leonard Fournette. Même si je trouve que son impact est pas extraordinaire non plus depuis son retour de blessure. Oui. Donc je ne sais pas si c'est Scott Milanovich, le nouveau coordinateur, qui a un petit peu de mal à l'utiliser ou si il n'est pas forcément revenu à 100%, ça va voir. Mais oui, honnêtement, je dirais plutôt vers Houston sur ce match-là, surtout avec une O-line de Jacksonville qui reste quand même en convalescence. Houston également. Green Bay, 6 victoires, 8 défaites, 1 nul. Détroit, 5 victoires, 10 défaites. Pas d'enjeu là-dedans non plus, à part pour Aaron Rodgers de terminer bien la saison. Il aime bien terminer bien les saisons contre Détroit, donc je vais plutôt dire Green Bay. Oui, j'aurais tendance à te rejoindre. C'est sûr que sur ce match-là, franchement, là, il y a vraiment un enjeu extrêmement relatif. Je pense que la défense aura de quoi mettre à mal Matthew Stafford et permettre à Aaron Rodgers de remporter la rencontre assez facilement pour les Packers. Coup d'envoi dimanche à 22h25. Washington Redskins, 7 victoires, 8 défaites. Les Eagles, 8 victoires, 7 défaites. Pour rester en vie du côté de Philadelphie, il faut gagner et espérer une défaite des Vikings pour aller en play-off. Toujours vivant, toujours debout, toujours la banane. Les Eagles sont donc toujours là. A priori, contre une équipe de Washington qui est quand même relativement en lambeaux sur le plan physique, infirmerie, etc. Philadelphie a quand même une bonne chance de gagner ce match. Donc sur le cœur du champion, tu parlais de mystique tout à l'heure. Je veux dire Philadelphie. Je te dis forcément Philadelphie aussi. Tu as évoqué les différentes dynamiques et voilà, avec Nick Foles qui reste notamment sur une grosse prestation contre Houston. Là, contre Washington, où en interne c'est quand même un peu confus, notamment avec le départ forcé de Didier Swearinger. Récupéré par les Cardinals. Voilà. Donc, je suis pas sûr que tous les joueurs des Redskins soient focalisés à 100% sur ce match, donc Eagles pour moi. Beaucoup de matchs à 22h d'ailleurs, je le note pour ceux qui vont regarder. Broncos, 6 victoires, 8 défaites. Chargers, 11 victoires, 4 défaites. Les Chargers qui espèrent toujours la division et doubler Kansas City en haut de la conférence, si jamais ils gagnent et que Kansas City perd. Ça me paraît être un match quand même à la portée de Los Angeles face à des Broncos qui... Alors les Broncos, ils jouent pour leur coach, a priori, même si ça semble plutôt très très mal engagé déjà pour lui. Là. J'ai l'impression qu'ils jouent beaucoup contre leur coach surtout. Mais juste une petite coquille, je crois que c'est 6-9 pour les Broncos. Par rapport à ce qu'on voit sur le line, mais c'est pas très grave. Je vais pas vous mentir, j'avais commencé à préparer l'émission avant le match. C'est pas très dramatique non plus parce que voilà, cette équipe des Broncos qu'on pensait un temps en course pour les playoffs, elle a quand même très sérieusement lâché du lest et là... j'ai peu de
J'ai peu d'espoir pour l'avenir de Vance Joseph du côté du Colorado. Donc, je pense que Denver peut enquiquiner cette équipe des Chargers. Ils ont gagné à Los Angeles au match aller. Sachant qu'il n'y a plus Philippe Lindsay, qui a le poignet en vrac. En plus, je pense que les Chargers vont gagner, mais là encore, je ne serais pas étonné parce que les Chargers ne jouent plus rien, je crois. Les Chargers, si, peuvent passer devant Kansas City. Ils sont tous les deux à 11-4. Ah oui, c'est vrai. Donc si Kansas City perd, on va en parler juste après. Bon, bah écoute, Chargers alors. Donc Chargers aussi. Kansas City 11-4, Raiders 3-12. Donc c'est pour la tête de l'AFC pardon, et de la division AFC West. Si les Chiefs gagnent, tout ça, c'est pour eux. Je vais t'embêter, mais c'est 4 ans, je crois, pour Oakland. T'as dit 3-12. Ah bah oui, parce qu'ils ont gagné. Oh, tu vas fâcher les fans des Raiders. Excuse-moi. Donc 11-4 et 4-11. Ouais, Kansas City contre Oakland qui est en plein renouveau après la victoire de lundi soir. Ça va beaucoup mieux en tout cas du côté de cette équipe des Raiders. On a vu notamment un Doug Martin assez intéressant lundi face à Denver. Donc ça va être à... Est-ce qu'ils sont favoris pour le Super Bowl de l'an prochain? J'irai peut-être pas jusque-là, mais faut voir. Non, honnêtement, cette équipe d'Oakland, certes, ça va mieux, mais il y a quand même des match-ups sur lesquels ça reste compliqué. Je pense que la O-line va peut-être avoir du mal, notamment contre les pass rushers de Kansas City. Et bon, ça va être quand même très très compliqué, selon moi, d'arrêter efficacement Patrick Mahomes. S'il commence enfin à avoir un jeu au sol, ils arrivent à se relever, on dira, au niveau du jeu au sol, au vu de la bonne prestation de Damien Williams contre les Seahawks. Donc Kansas City, ça me paraît quand même assez logique. Kansas City aussi, Vikings, 8 victoires, 6 défaites, 1 nul. Chicago Bears, 11 victoires, 4 défaites. Ça joue pour les playoffs du côté de Minnesota, une victoire et ils sont en playoffs. Chicago a un petit enjeu quand même dans ce match, puisqu'il joue pour la 2e place de la conférence. Si les Rams perdent et que les Bears gagnent, les Bears passent 2e de la conférence et donc auraient une semaine de repos. Ceci étant dit, Minnesota donc joue sa tête et au passage, si les Eagles gagnent, vu qu'on a pronostiqué tous les deux les Eagles pourraient passer les Vikings, on l'a dit. Ça va être compliqué, ça risque d'être défensif quand même ce match. On a 2 belles défenses, Vikings contre Bears. Au prono, je vais dire Vikings parce qu'il y a le plus d'enjeux, parce qu'ils ont des armes offensives, parce que ça n'a pas toujours été net en attaque du côté de Chicago. Sur ce match-là, peut-être que ça peut passer. Honnêtement, moi je serais curieux de savoir exactement ce qui va être décidé par Matt Nagy parce qu'on l'a dit et répété, Mitch Trubisky, il a des qualités, il a des défauts. Mais il va quand même affronter une équipe des Vikings qui défensivement est assez costaud. Est-ce que c'est une bonne idée d'éventuellement semer le doute s'il vient à passer complètement à côté de son match? Surtout que les deux équipes peuvent très bien se retrouver au premier tour des playoffs à Chicago à ce moment-là. Est-ce que c'est vraiment la bonne idée? Je ne sais pas s'il ne va pas avoir dans l'idée de tourner un petit peu, de faire tourner un petit peu son effectif, de donner un peu de temps à Chase Daniel, à Taquan Mizzle sur le jeu au sol. Ce sera à surveiller. C'est pour ça qu'il faut voir. Après, cette attaque de Minnesota, notamment, il faut toujours la tester. Ils ont montré de bonnes choses contre Miami et Détroit, mais comparé à des run-stop extraordinaires. Là, Dalvin Cook et Latavius Murray vont avoir un vrai run-stop en face. Et il va falloir vraiment montrer ce que vaudra éventuellement cette équipe des Vikings en janvier. Et c'est peut-être là que va être la clé du match. Après, en effet, il y a plus d'intérêt pour Minnesota, donc j'irai avec les Vikings. Ravens, 9 victoires, 6 défaites. Browns, 7 victoires, 7 défaites, 1 nul. C'est pour la division du côté de Baltimore qui est repassé devant Pittsburgh la semaine dernière. Ça va être un match intéressant parce que les Browns, ils sont quand même pas mal pour jouer les troubles faits. Ils sont sur une bonne série de fin de saison. Ils sont plutôt chauds. Ils sont bons en attaque. Ils ont un Baker Mayfield qui a 2 passes du record pour un touchdown. 2 passes de touchdown du record sur une saison rookie, je vais y arriver, qui est détenue par Peyton Manning. Donc ils sont plutôt pas mal. Derrière, les Ravens, sur les armes maintenant qu'on connaît, c'est hyper identifié, gros jeu au sol, grosse défense, et un Lamar Jackson qui progresse et qui sert proprement ce qu'il y a à faire. Est-ce que ça passe pour Baltimore? Est-ce que ça va en play-off? Honnêtement, les Browns tu le disais, sont en très bonne forme et la ligne offensive est solide. Là, ils vont quand même avoir du costaud en face. Parce que de ce qu'on a vu à Kansas City, à Los Angeles, si Baltimore met autant de pression sur Baker Mayfield, ça va être très très long et je doute que sur la distance, Cleveland soit capable de répondre efficacement. Voilà. Si Lamar Jackson limite les erreurs comme il le fait très très bien ces dernières semaines et apporte sa pierre à l'édifice, on dirait au niveau du jeu au sol, j'y vais sur les Ravens. Et ben je vais dire les Browns.
Déjà, pour essayer de récupérer un point. Tu peux. Et 2, spoiler de division. Bam, le spoiler de fin de saison. Il y a un petit traumatisme quand même du côté de Baltimore, parce que la défaite l'année dernière à domicile contre Cincinnati, personne ne la voyait venir. C'est vrai. Donc là, s'il y a défaite, ils peuvent être éliminés. Cette AFC Nord, c'est un peu tout ou rien. C'est-à-dire qu'il peut y avoir le titre de division, mais il peut y avoir aussi sortie des playoffs. Donc je t'ai dit le spoiler. Cleveland. Ok, pourquoi pas. Rams, 12 victoires, 3 défaites. 49ers, 4 victoires, 11 défaites. C'est pour l'avantage du terrain en NFC. Pas l'avantage du terrain, mais sur la première semaine, pas pour tous les playoffs. Enfin, jusqu'à la finale de conf. Déjà, c'est pour la bye week. Pour la bye week, voilà, merci. C'est ça, je vais y arriver. Donc, c'était pour la bye week, les Rams. Donc, contre les 49ers, ça paraît quand même plutôt jouable. Une équipe des 49ers qui est accrocheuse, mais qui a quand même moins d'armes que les Rams. À noter, par contre, que Todd Gurley pourrait être laissé au repos une semaine de plus. Ouais, donc, si John Anderson avait fait le taf. On va redonner 150 yards à CJ Anderson. Non, voilà, seul San Francisco, je pense... malgré le départ forcé de Robin Foster, a quand même des arguments pour limiter un peu ce jeu au sol. Après, c'est sûr que sur ce match-là, je pense que le principal intérêt, au-delà de la bye week, c'est pour cette équipe de Los Angeles se relancer un petit peu. On les avait un petit peu en difficulté pendant quelques semaines. Ils se sont relancés à Arizona. Là, voilà, ça fait partie de ce calendrier un poil généreux avant les phases finales pour permettre à Jared Goff et à l'ensemble de l'attaque notamment de se remettre un petit peu d'équerre. Donc les Rams pour moi. Les Rams pour tout le monde. Steelers, 8 victoires, 6 défaites, 1 nul. Bengals, 6 victoires, 9 défaites. Les Steelers doivent donc gagner et espérer une défaite des Ravens ou un match nul entre les Colts et les Titans. Ça paraît plutôt faisable face à une équipe des Bengals qui est quand même plutôt dans le genre décimé aussi, qui joue avec Jeff Driscoll au poste de quarterback et Joe Mixon comme principal atout en fait maintenant. Oui, et puis honnêtement, sur une dernière semaine où les Steelers jouent clairement leur pot en play-off et où ils doivent gagner pour y croire, déjà sur le principe, je t'aurais dit les Steelers, là ils vont jouer les Bengals et on sait que ils sont souvent très copains les deux quand ils s'affrontent. Il y a souvent quelques petites boîtes ici et là. Je pense que du côté de Pittsburgh, on va clairement se dire non seulement il ne faut pas perdre ce match, et en plus il faut mettre une petite raclée à celui qui vient nous enquiquiner chaque année, les petites retrouvailles entre Smith-Schuster et Burfict notamment. Donc ça promet à ce niveau-là, mais j'y vais clairement avec les Steelers. Les Steelers aussi. Seahawks 9 victoires, 6 défaites, Cardinals 3-12. Bon, les Cardinals qui voguent quand même difficilement vers la fin de la saison face à des Seahawks qui sont chauds bouillants, qui jouent à domicile, qui ont un gros jeu au sol, une bonne défense et un Russell Wilson qui est plutôt chaud. Ça semble compliqué pour Josh Rosen. Alors, petit point mystique. Petite bête noire, les Cardinals à Seattle ces dernières années. Après, c'est sûr que tu l'as dit d'un point de vue dynamique, ça va quand même être compliqué pour Arizona de tenir la distance et je te rejoins, j'y vais avec Seattle. Et puis le coup d'envoi dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20, donc c'est le Sunday Night Football. L'affiche, on l'a dit, c'est Titans, Colts, ils sont tous les deux à 9 victoires, 6 défaites. Le vainqueur va en play-off, à part s'ils font match nul et là, et que les Steelers gagnent, ils laissent les Steelers aller en play-off. Du coup, j'ai un doute, s'ils font match nul et que les Steelers perdent, c'est les Colts qui sont devant en ce moment, je crois. Bien sûr, je ne l'ai pas préparé. Mais alors, c'est juste. Alors, tu vois, je les avais tous en tête, mais alors le match nul, celui-là, je vais regarder. Mais je pense que c'est les Colts. Ils ont un meilleur bilan de conférence. Ils ont gagné le match aller en plus. Donc, en opposition directe, ils sont devant. Oui, je pense que je dirais que c'est les Colts. C'est aussi simple que ça, je crois. Donc, c'est les Colts. Voilà. Vous avez toutes les possibilités. Donc, on avait dit Colts tous les deux ? On a dit Colts tous les deux. Et Colts tous les deux. C'est l'heure de passer aux meilleures cotes.